Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Au lendemain de leur face-à-face, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sont repartis en campagne. Dernier gros meeting pour la candidate socialiste à Lille, aux côtés notamment de Jacques Delors, et à Montpellier pour le candidat UMP. Un débat très suivi, 20 millions de personnes étaient devant leur téléviseur et chaque camp s'attribue la victoire. Pour ses partisans, Nicolas Sarkozy a su rester méthodique et maître de lui. Pour la gauche, Ségolène Royal a été solide et combative. On reviendra en détail sur l'échange le plus vif de cette soirée, ce coup de colère de la candidate concernant la scolarisation des enfants handicapés. Le gouvernement parle de contre-vérité. Qui dit vrai? Élément de réponse dans un instant. Les adieux de Jacques Chirac à Angela Merkel. À moins de 2 semaines de son départ, il a effectué son dernier voyage officiel en Allemagne. À l'Elysée, Bernadette Chirac confie sa mélancolie de quitter les lieux. Enfin, une foule imposante a assisté aux obsèques de Grégory Le Marchal à Chambéry. Le jeune chanteur, décédé des suites d'une mucoviscidose, a ensuite été inhumé dans le village familial. Pas de répit donc dans la campagne présidentielle. Le débat était vif et musclé hier soir. Il s'est achevé peu avant minuit, mais dès ce matin, la campagne a repris sur les chapeaux de roue. Ségolène Royal estime avoir marqué des points. Elle était en déplacement dans le Nord avant de tenir ce soir un meeting à Lille. Sur place, Alexandre Carra, Ziden Berkous. Toute la journée, elle a reçu des appels pour la féliciter de son débat. Mais imperturbable, Ségolène Royal replonge les mains dans la campagne. Visite d'usine dans le Nord et main tendue à François Bayrou qui a annoncé qu'il ne voterait pas pour Nicolas Sarkozy. Si je suis élu, je travaillerai avec le centre et en général et avec François Bayrou en particulier. Pour le dernier grand meeting de la campagne, 20 000 personnes sont attendues ce soir à Lille. Sur fond de drapeau bleu-blanc-rouge, l'heure est à l'appel aux centristes. Alors si Pierre Mauroy et Martine Aubry sont là, c'est vers Jacques Delors que tous les regards se tournent. L'ouverture politique n'est pas une ouverture politicienne. Un meeting en forme de bilan. Ségolène Royal remercie son équipe, ses soutiens, ses électeurs du premier tour et appelle une nouvelle fois à la mobilisation. Il est urgent d'inventer une France neuve, une France protectrice, une France dynamique, une France fraternelle et une France conquérante. C'est à cela que je veux vous conduire et nous y parviendrons. 3 jours encore pour convaincre, pour tenter de faire mentir les sondages. Ségolène Royal espère séduire le centre et pour cela, elle jette toutes ses forces dans la bataille. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes en direct de Lille où Ségolène Royal est en train d'achever son discours. Elle trouve de nouvelles raisons d'y croire. Tout à fait. J'ajoute tout d'abord la liste des personnalités Dominique Strauss-Kahn et le chanteur Renaud qui sont présents ce soir à Lille. Et effectivement, dans ce sprint final, il y a une constante, c'est l'offensive maximale contre Nicolas Sarkozy. J'en veux pour preuve le discours de Jacques Delors tout à l'heure dont on parlait dans le sujet. Jacques Delors que l'on imagine posé, réservé, eh bien il s'est déchaîné contre, je le cite, ceux qui vont s'établir en Suisse et qui sont acclamés dans les meetings de la droite, suivez son regard. Tout cela dans le prolongement donc du duel d'hier où Ségolène Royal s'est montrée très offensive. Elle pense qu'elle y a marqué des points, qu'elle a marqué son autorité, sa conviction. Ajoutez à cela le succès populaire qui se confirme, 20 000 personnes ce soir au moins dans les meetings. Et effectivement, les partisans de Ségolène Royal pensent qu'ils vont inverser le pronostic et peut-être gagner dimanche. Merci Jeff. Pas de pause non plus, je vous le disais, pour Nicolas Sarkozy. Lui aussi pense qu'il est sorti vainqueur de ce débat. Pour son dernier grand meeting avant le deuxième tour, il est ce soir à Montpellier, où Ségolène Royal l'avait devancé le 22 avril. Sur place, Nicolas Châteauneuf, Jean-Marc Nouknouk. C'est la toute dernière étape d'un long marathon. Nicolas Sarkozy salue sa garde rapprochée avant de monter à la tribune devant plus de 10 000 personnes ici à Montpellier pour prononcer un discours vantant les mérites de la nation. La France a cessé pour moi de n'être qu'une idée pour devenir presque une personne qui souffre, une personne qui espère, une personne qui a des sentiments, une personne qui a des valeurs, une personne qui a une identité, l'identité nationale française. Ça a un sens pour moi. Au premier rang, la présence très remarquée de Bernadette Chirac. Autour d'elle, tous les poids lourds de l'UMP, stratège de campagne, porte-parole. Et puis, il y a Éric Besson, celui qui a quitté avec perte et fracas l'équipe de campagne de Ségolène Royal et qui prend la parole pour soutenir Nicolas Sarkozy.
L'homme de gauche que je suis va dimanche voter pour Nicolas Sarkozy. Dans la foule, les militants veulent croire à la victoire et au destin présidentiel de leur champion. Quand on est de droite aujourd'hui, c'est plus une honte, il faut le dire, il faut le crier très fort pour qu'on avance dans ce pays et qu'on le change. C'est comme un match de tennis, jusqu'à la fin il faut se battre, mais on va se battre, on est tous derrière lui. Devant ses militants, Nicolas Sarkozy revient sur la plupart de ses grands thèmes, une sorte de synthèse avant le scrutin de dimanche. Bonsoir Michael Darmon, vous êtes en direct de Montpellier. Nicolas Sarkozy, plutôt posé hier soir, a donc retrouvé ses accents de tribun. Oui, écoutez, Nicolas Sarkozy vient à l'instant de terminer son discours ici à Montpellier. Et alors si hier, face à Ségolène Royal, on a vu un Nicolas Sarkozy pondéré, parfois même un peu réservé, et bien là, il a renoué complètement avec ses accents de tribun et il a rappelé ici qu'il était le candidat du peuple en martelant l'idée d'identité nationale qu'il avait déjà portée durant la campagne du premier tour. Alors à Montpellier, où, vous l'avez dit, Ségolène Royal est arrivée devant Nicolas Sarkozy et où également le vote Front National est fort, il a tenu à dessiner le projet d'une France basée sur un État fort, sur une demande de république juste. On le sent, le voit. Nicolas Sarkozy, s'il est élu dimanche, essaye de s'apprêter à parler aux Français qui n'auraient pas voté pour lui. Il veut prendre la posture vraiment de celui qui a pris en charge la nation. À chaque paragraphe, il dit je serai le président, je serai le président. Alors voilà, il s'y prépare manifestement. Il faudra quand même tout de même attendre le verdict des Français dimanche. Merci Michael. Et on revient maintenant sur ce débat qui a tenu ses promesses et qui vous a passionné. Vous étiez très nombreux à le suivre. Le face-à-face s'est vite transformé en duel et malgré quelques convergences, ce sont bien deux projets distincts qui ont été proposés. Arnaud Boutet, Chloé Lecomte. Lorsqu'il arrive, elle est déjà là. 20h50, les deux candidats se présentent souriants. Sur le plateau, c'est encore le calme avant l'affrontement. Un débat historique, attendu, véritable duel projet contre projet. Sur les questions économiques et sociales, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ont marqué leur divergence. Premier exemple, les 35 heures. Qu'est-ce que vous allez modifier dans les 35 heures pour qu'on comprenne bien? Les partenaires sociaux en discuteront et se mettront d'accord et discuteront branche par branche. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de nouvelle loi. Les 35 heures n'ont pas créé d'emploi et les 35 heures ont été responsables d'autre chose de plus grave encore, c'est la rigueur salariale qui fait que nos salaires sont trop bas. Vous savez ce que les gens ont fait du temps libéré après les 35 heures, qui d'ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit, ont créé plus d'1 million d'emplois. Les gens se sont, pour 70% d'entre eux, mieux occupés de leur famille. Autre désaccord, marqué cette fois par une passe d'armes, la fonction publique. D'abord, je n'ai pas dit que j'augmenterais le nombre de fonctionnaires. J'ai dit que je maintenais leur nombre, mais que je redéployais le nombre de fonctionnaires en les retirant là où il n'était plus nécessaire. Au lieu de recruter des douaniers, je recrute des infirmières. Mais non, c'est pas possible, madame, excusez-moi. Ah bon, ce n'est pas parce possible. Que la fonction publique hospitalière, c'est payé par un autre budget que le budget de l'État. Écoutez, vous plaisantez. Pardon, parce que vous pensez que c'est vous qui gérez l'assurance maladie. Non. Et vous ne pouvez pas redéployer entre les collectivités territoriales et l'État, et vous ne pouvez pas redéployer entre l'État et l'assurance maladie. Ah ben, mais si non, vous c'est ne pas pouvez vous pas qui faire, décidez. pourquoi voulez-vous accéder aux responsabilités? Eh bien, moi, je le pourrais. Ah bon. Elle veut augmenter les bas salaires. Lui préfère détaxer les heures supplémentaires, réduire le train de vie de l'État. Nouveau thème, nouvelle confrontation, les retraites. Les lois Fillon, ça consistait à passer à 40 années dans un premier temps, 41 dans un deuxième temps, de cotisation. Voilà. L'idée de François Fillon, qui est une idée juste, c'est puisqu'on va vivre plus longtemps, il faut cotiser plus longtemps pour payer les retraites. Ça me semble assez simple. Non. Ça dépend de la pénibilité du travail. Je suis désolée. La pénibilité... Quand il y a un écart d'espérance de vie tel que je viens de vous le dire, non, c'est très injuste. Non, après 2h40 de débat, tous les thèmes n'ont pas été abordés. Et parmi les sujets oubliés, la défense nationale ou les banlieues. Pour les prochaines élections présidentielles, je crois qu'il faudrait se mettre d'accord à l'avance pour qu'il y ait deux rencontres, deux débats, comme dans la plupart des démocraties, il y en a deux au minimum. Et ainsi, on pourrait traiter tous les sujets. Nicolas Sarkozy a trouvé son adversaire agressive, mais estime sa mission accomplie. J'étais heureux de ce débat, j'espère que c'était un débat de qualité et je n'ai pas eu de problème particulier durant ce débat. Voilà. Il s'est passé comme vous l'imaginez? Oui. C'est-à-dire Secret de fabrication. Je crois déjà que les Français ont pu comparer un certain nombre de choses et ça c'est important.
dimanche soir, l'ultime face-à-face se fera cette fois dans les urnes au moment du vote. Et avant d'entendre les réactions, on en vient à ce qui a sans doute été l'échange le plus marquant de la soirée, ce coup de colère de Ségolène Royal sur la question de la scolarisation des enfants handicapés. Dans un instant, on verra quelle est la vérité des chiffres. D'abord, retour sur ce moment le plus tendu du débat. Moi, tous les enfants handicapés mentaux étaient accueillis à l'école maternelle dès lors que les parents le demandaient. Alors laissez de côté vos tribunaux, les démarches des parents qui en ont assez déjà de leur souffrance et d'avoir vu leurs enfants ne pas pouvoir être inscrits lors des rentrées scolaires pendant lesquelles vous étiez au gouvernement. Laissez cela de côté, parce que la façon, là, dont vous venez faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite et à laquelle je tenais particulièrement, parce que je sais à quel point cela soulageait les parents de voir leurs enfants accueillis à l'école. Et c'est vous qui avez cassé cette politique-là. Cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec non, cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors? Je ne suis jamais énervée. J'ai beaucoup de sang-froid. Ah bon, très bien. Ben, écoutez, vous venez de le perdre, alors c'est pas de chance. Non, justement pas. Je suis en colère face aux injustices. Madame Royal et face aux mensonges. Ose employer le mot immoral. C'est un mot fort. Oui. Madame Royal se permet d'employer ce mot parce que j'ai dit que je souhaitais que tous les enfants ayant un handicap soient scolarisés en milieu scolaire, entre guillemets, normal. Madame Royal a qualifié mon propos de larme à l'œil, sous-entendant par là que la sincérité n'était que de son côté, et que de mon côté il ne devait y avoir que du mensonge, c'est même le terme qu'elle employait. C'est pas une façon de respecter son concurrent ou un autre candidat. Voilà, un coup de colère qui n'est pas resté sans réaction aujourd'hui, on va l'entendre. Alors qui a raison, qui a tort? Les emplois ont-ils été supprimés? Y a-t-il moins d'enfants handicapés scolarisés? Réponse avec François Baudonnet et Dominique Bonnet. 24 heures après le débat, la polémique sur la scolarisation des enfants handicapés ne cesse de prendre de l'ampleur. 14 heures aujourd'hui, les ministres de l'Éducation et de la Santé improvisent une grande conférence de presse. Ils exigent de Ségolène Royal des excuses. C'était un coup politique malhonnête, basé sur ce qu'il y a de plus sensible pour celles et ceux qui ont apporté un enfant handicapé. Et oui, moi je suis sincèrement en colère parce qu'on a cherché à tromper les Français. 1h30 plus tard, au siège du Parti Socialiste, autre conférence de presse en urgence et autre version des faits. Je persiste et je signe, la qualité de l'accueil quand ils sont accueillis, et ils ne sont pas toujours des enfants handicapés, n'est pas assurée. Trop de bricolage, trop d'amateurisme, trop de précarité. Qui dit donc la vérité? Les 7000 postes d'emploi jeunes ont-ils été supprimés, comme l'a affirmé Ségolène Royal? Oui, mais ils ont été remplacés. Alors ces postes, qui sont souvent précaires, ont été, je dirais plutôt, transformés. Ça a été transformé cas 1 cas 1, avec des périodes de latence, mais en fait ils ont changé de nom. Ils s'appelaient autrefois emploi jeune, ils s'appellent aujourd'hui assistant de vie scolaire. Les associations de parents d'enfants handicapés parlent en effet d'un trou d'air dans les moyens en 2002, à l'époque du changement de gouvernement. Mais elles saluent également la loi Raffarin de 2005 qui donne le droit à l'école pour tout enfant handicapé. Y a-t-il donc moins d'enfants handicapés scolarisés aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Non. Leur nombre est passé de 89 000 à 160 000. Mais à droite comme à gauche, tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas suffisant. L'autre échange plutôt vif de la soirée a porté sur le nucléaire. Les deux candidats n'étaient pas d'accord sur les chiffres et sur les réalisations en cours. Là encore, nous avons voulu savoir où était la vérité. Julien Beaumont. Le nucléaire au cœur du débat, un domaine qui demande précisions et chiffres. À ce petit jeu-là, chacun des candidats pensait piéger l'autre. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire?
Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France? Oui, mais est-ce que vous le confirmez, le choix? Quelle est cette part? Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la Donc France à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire. Alors de combien est-il? Nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, non, madame. 17% non, ce n'est seulement. pas exact. En fait, personne n'a raison. La part du nucléaire dans la production française d'électricité est de 78%. Le chiffre de 17% avancé par Ségolène Royal correspond à la part du nucléaire dans la consommation finale d'énergie. C'est-à-dire celle qui prend en compte aussi le gaz, le pétrole, le charbon une fois transformé. Autre point de discorde, l'EPR, un nouveau type de réacteur nucléaire. Je suspends l'EPR dès que je suis élu. C'est-à-dire Pourquoi? vous suspendez les nouvelles centrales, c'est-à-dire que vous prolongez les vieilles. Mais l'EPR n'est pas une nouvelle, pas une centrale. Bien sûr. Mais vous mélangez tout. L'EPR est un prototype. Non, madame. L'EPR est le prototype de quelle génération? Ce n'est pas un prototype, c'est la 4e génération. Non, c'est la 3e génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. Ce réacteur pressurisé européen est un réacteur nucléaire de 3e génération, créé pour renouveler le parc vieillissant des centrales. Le premier modèle du genre est actuellement en construction en Finlande, fin des travaux 2011, coût plus de 3 milliards d'euros. Les spécialistes ne parlent donc pas de prototype, mais bien d'une nouvelle centrale nucléaire. D'ailleurs, un EPR est également en construction en France, dans la Manche, à Flamanville. Point commun entre les deux candidats, promouvoir les énergies renouvelables, mais à des degrés différents. Nicolas Sarkozy, lui, veut par exemple prendre en compte l'impact des éoliennes sur le paysage. Ségolène Royal, elle, souhaite multiplier les sources d'énergie propre. Alors au total, qui a gagné, qui a perdu? Eh bien comme d'habitude, on entend tout et son contraire du côté des militants. La soirée des uns et des autres avec Alix Bouilléguet et toutes nos équipes. Il est minuit. Comme promis, Ségolène Royal fait son entrée dans ce restaurant. Le débat est terminé. Pour les militants, un vainqueur s'impose et c'est sans surprise. Elle a montré que c'était une femme qui avait de la rigueur, qui était humaine, qui avait du charisme et surtout qui était sincère. Colère très saine et très utile. Je ne sais pas pourquoi, madame. Les militants d'un côté, les dirigeants au siège du PS de l'autre, mais un même constat. Elle a fait la démonstration d'une force de caractère, d'une force de conviction et d'une force de proposition. C'est elle qui a été précise. Au moins, autre lieu, autre visage concentré et autre impression. Sur les 5... Ségolène Royal a été souvent agressive, presque toujours imprécise et parfois méprisante. Nous sommes cette fois-ci dans une discothèque. Ici, les spectateurs sont UMP. Chacun est dans son rôle. Applaudissements pour les répliques de Nicolas Sarkozy. Huées pour celle de Ségolène Royal. À leur domicile, lorsqu'elles sortent, il a du mal à discuter, alors que Sarkozy, finalement, contrairement à l'image qu'il a, il est beaucoup plus ouvert. Ah oui, moi je la trouve très agressive. Oui, pas forcément convaincante, mais très agressive. On veut Bayrou, ces militants-là sont des centristes. Sur tous les sujets économiques où elle ne connaît rien, elle est mauvaise. Ouais, et sur tous les sujets sociaux, elle est très très bonne. Voilà. Au siège de l'UDF, il est temps pour eux de choisir leur camp. Je ne voterai pas pour Sarkozy, mais je ne sais pas si je voterai pour Ségolène Royal. Comme malheureusement le vote blanc n'est pas reconnu en France, je resterai chez moi dimanche. Pour beaucoup d'entre eux, le choix restera cornélien jusque dans l'isoloir. Deux réactions politiques. François Bayrou, justement, on le disait tout à l'heure, indique dans le journal Le Monde qu'il ne votera pas Nicolas Sarkozy dimanche prochain, sans pour autant préciser s'il votera pour Ségolène Royal. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il appelle, je cite, à faire barrage à la gauche. Je vous le disais en titre, vous avez été 20 millions en moyenne à suivre ce débat et jusqu'à 23 millions à certains moments. C'est beaucoup plus qu'il y a 12 ans. Voyons comment la soirée a été vécue au Bug, en Dordogne, où nous sommes installés depuis plusieurs semaines. Reportage Vincent Fourcade d'Éric Mézy. Au Bug, comme ailleurs, c'est le petit jeu du jour, refaire le match d'hier. Elle l'a peut-être un petit peu plus attaqué. Et lui, il a répondu avec des chiffres un petit peu plus précis que les siens. Ils ont présenté pas comme on les attendait, quoi. Elle plus offensive et lui très très calme. Bon, je pense que c'était le jeu, en fait. Retour en arrière, il est 21 h, le débat commence. Les deux finalistes parlent rapidement finances publiques.
qui est en train de lui faire une leçon d'économie. J'aimerais bien qu'elle prenne la parole quand même. Laissez-moi la responsabilité de mes prises de parole, si vous le voulez bien. Et elle attaque, c'est parti. Ça se comprend. C'est un match, faut pas oublier que c'est un match. Je crois qu'elle va l'énerver. Non, il n'a pas intérêt à être énervé. Mais elle va l'énerver quand même. Il s'est gardé son calme. Est-ce que vous souffrez que je puisse faire une phrase? C'est beau, c'est de la France. Devant l'écran, 4 couples d'amis. Certains votent à gauche, à droite ou au centre. 1 heure vient de s'écouler et chacun guette la petite phrase qui va faire mouche. Voilà, c'est le 12e round. Est-ce qu'il va y avoir un chaos? Pas la peine non plus de s'envoyer des grands mots à la figure. C'est un débat de techniciens. 23h30, le débat touche à sa fin. Réaction à chaud. Ils s'en sont très bien tirés, même quand il y en a un qui se faisait attaquer, l'autre savait répondre et se maîtriser, et ça s'est bien passé. Il n'y a rien qui a fait avancer le débat ce soir. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un joli match, et c'est un match nul. Puis un autre débat politique s'est engagé, à table cette fois et entre amis. Il s'est achevé très tard dans la nuit. Dernier élément sur ce débat, il a été très suivi à l'étranger et bénéficié aussi d'une large couverture. Renaud Bernard avec tous nos correspondants. Sur tous les continents et dans toutes les langues. De Pékin à Washington, les télévisions ont retransmis la colère de Ségolène Royal et l'agacement de Nicolas Sarkozy. L'envoyé spécial de la télévision russe s'est invité dans le salon d'une famille française. À Berlin, Français expatriés et Allemands francophiles réunis comme au spectacle. Je pense que Madame Royal a parlé comme une politicienne de l'opposition, donc elle n'était pas trop sérieuse. La question du développement de l'Afrique est une question majeure. À Dakar, la rédaction de ce quotidien a hésité jusqu'au dernier moment entre la Coupe d'Europe de football et le débat. Ambiance détendue avec des inquiétudes quand même sur l'avenir des relations franco-africaines. Quelle que soit la personne qui va être élue président de la République en France, ça apporte forcément un changement pour l'Afrique et pour le Sénégal. En arabe et en anglais, la puissante chaîne d'information qatari Al Jazeera retient du débat les questions internationales. Pour nos téléspectateurs, la Turquie, l'Iran, l'avenir de l'Union européenne, ce sont des questions importantes. Pour les télévisions du monde entier, c'était hier soir un simple entraînement. Dimanche, les journalistes étrangers seront 10 fois plus nombreux. Et à 3 jours de ce second tour, la politique continue ce soir sur France 2. Les candidats racontés par leurs proches, c'est au sommaire d'Envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly à partir de 20h50. Pendant ce temps, Jacques Chirac fait ses adieux. Il effectuait aujourd'hui son dernier voyage officiel en Allemagne pour saluer Angela Merkel. Bernadette Chirac, elle, confie qu'il lui faudra du courage pour quitter l'Elysée. Véronique Saint-Olive avec Richard Boutry de la chaîne KTO. Dernière cérémonie de décoration, dernières effusions, dernières félicitations. Ce matin, le président de la République a remis pour la dernière fois dans la salle des fêtes de l'Élysée médaille de la Légion d'honneur et médaille du mérite. Bernadette Chirac prend la pause près de l'évêque de Pontoise, mais elle est déjà un peu ailleurs. Je m'arme de courage pour finir le déménagement de l'Élysée. C'est dur. On vient de lui donner un chapelet du pape. Bernadette Chirac a le cœur un peu lourd. Je récite mon chapelet chaque fois que j'ai la possibilité de le faire. Et j'en ai besoin. Ça m'aide beaucoup dans l'accomplissement de mes tâches, dans les moments quelquefois difficiles. Changement de décor. Cet après-midi à Berlin, à l'invitation d'Angela Merkel, Jacques Chirac effectue son dernier déplacement à l'étranger comme président de la République. La chancelière et Jacques Chirac sont sur le même registre, de l'émotion partagée et du tutoiement affectueux. Vive l'amitié franco-allemande. Je suis si heureux d'être ici aujourd'hui en ayant répondu à ton invitation. Et je voudrais simplement te dire du fond du cœur toute mon estime, toute ma reconnaissance et toute mon affection. Embrassade et double baisement, Jacques Chirac a su pendant 12 ans nouer des relations personnelles avec tous les grands de ce monde. Il est décidé à les perpétuer après l'Élysée. Les obsèques de Grégory Lemarchal à Chambéry, une cérémonie très émouvante, suivie par une foule imposante. La disparition du jeune chanteur atteint de mucoviscidose a touché beaucoup de monde. Sur place, Denis Sébastien, Thierry Simonet. Une avalanche de fleurs blanches. Ils sont plus d'1 millier de fans
restaient à l'extérieur de l'église. Des anonymes venus parfois de loin qui ont tenu à assister aux obsèques de leur idole. C'était important d'être là pour moi aujourd'hui parce qu'il le méritait, parce qu'il nous a donné tout ce qu'il a pu à son public. Il avait tellement de force, tellement de courage que nous aussi maintenant on est là pour lui. Ça fait une peine énorme de le voir partir si vite, quoi. On aurait espéré qu'il ait quelques années de plus. À l'intérieur, la cathédrale est comble. La cérémonie sobre évoquera le souvenir du jeune homme à la voix d'ange. Grégory Le Marchal avait remporté la Star Academy en 2004. Un an plus tard, succès de son premier album, 300 000 exemplaires. À travers plusieurs de ses représentants comme Marc Lavoine ou Patrick Fiori, le monde de la chanson lui rend aussi hommage. C'est un garçon exemplaire, quoi, droit, juste, nickel, pas d'embrouille. C'est vraiment, c'est rare, quoi, de voir des jeunes hommes comme lui aussi au top, quoi. Grégory Le Marchal était atteint de mucoviscidose, une maladie génétique qui touche 6000 personnes en France et dont l'issue, faute de greffe, est malheureusement fatale. L'âge moyen des décès, c'est le sien, c'est 24 ans. Tous les décès ont pour nous la même valeur. Le sien prend un symbole particulier. Des applaudissements à la sortie de l'église, la foule salue le chanteur une dernière fois. Sa famille l'accompagne pour une inhumation dans l'intimité. Les résultats officiels du bac 2006, ils ont été rendus publics aujourd'hui et affichent un taux de réussite record, 82,1%, toutes filières confondues. Florence Griffon. Des cris de joie après les cris de révolte contre le CPE. Cette génération aura réussi à faire reculer un gouvernement et à obtenir son bac. En 2006, le record est historique. Le taux de réussite s'établit à 82,1%, soit 2,1 points de plus qu'en 2005. C'est même mieux qu'en 1968. Un résultat définitif que le ministère vient de publier. Il prend en compte les élèves qui ont passé le rattrapage en septembre. Le bac qui a le mieux marché, le bac S scientifique, 9 élèves sur 10 l'ont obtenu, alors qu'il est réputé difficile. Les bacs professionnels et technologiques sont également en hausse, 77,3% de réussite, c'est 2,7 points de plus que l'année dernière. De là à dire que le diplôme a été donné, une chose est sûre, 2006, c'était vraiment l'année où il fallait passer son bac. À l'étranger, d'abord une rencontre inédite, celle de Condoleezza Rice, chef de la diplomatie américaine, avec son homologue iranien Manoucher Mottaki. C'était à Sharm el-Sheikh, en Égypte, en marge de la conférence internationale sur l'Irak. La rencontre a été brève, on ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit. Chacun sait que Téhéran joue un rôle actif dans ce conflit irakien. En Israël, Ehud Olmert, toujours fragilisé après les pressions de son parti et de son gouvernement. C'est la rue qui demande sa démission du poste de Premier ministre. Plusieurs mouvements ont appelé à ce grand rassemblement ce soir. 100 000 personnes défilent à Tel Aviv. L'Écosse va-t-elle basculer dans l'indépendantisme? Un scrutin local est en cours en Grande-Bretagne. Les Écossais votent pour renouveler leur parlement et le Parti national écossais, le SNP, a fait la course en tête dans les sondages. Il bénéficie d'un soutien de poids en la personne de l'acteur Sean Connery, le premier James Bond. Envoyés spéciaux à Édimbourg, Maryse Burgot, Dominique Marotel. C'est un rituel immuable. Depuis le Moyen-Âge à 13h, le canon résonne sur la ville d'Édimbourg. Un rituel immuable dans une Écosse en pleine révolution, une Écosse prospère, tentée par l'indépendance. Être britannique, dit cette jeune femme, c'est juste un tampon sur mon passeport. Moi, je suis pour une Écosse indépendante. Quitter la monarchie britannique, une idée relayée par l'un des Écossais les plus célèbres, l'acteur Sir Sean Connery. Il appelle aujourd'hui via ce message télévisé sur Internet à voter pour les indépendantistes. Car l'Écosse, qui jouit déjà d'une certaine autonomie, élite aujourd'hui son parlement régional. Le parti indépendantiste en tête dans les sondages rappelait aujourd'hui par téléphone à ses sympathisants d'aller voter. Ce financier français, installé en Écosse depuis 20 ans, est tout acquis à cette cause. Je crois que, effectivement, après 300 ans, les avantages qu'il y a eu pour l'Écosse à faire partie de la Grande-Bretagne, avoir accès à l'Empire britannique, au marché de l'Empire britannique, tout ça maintenant c'est du passé, c'est terminé. L'Écosse, jadis industrielle et ouvrière, a désormais une économie moderne. Beaucoup de ses grands patrons ne voient donc plus aujourd'hui aucune raison de rester dans le giron britannique.
Nous pensons que notre économie serait bien plus performante si nous en contrôlions nous-mêmes tous les mécanismes. Si les indépendantistes l'emportent ce soir, ils promettent un référendum sur l'indépendance dans les prochaines années. Envisager que l'Écosse quitte le Royaume-Uni n'est donc plus du tout farfelu. Ce Parlement régional flambant neuf pourrait un jour devenir l'Assemblée nationale d'un pays souverain. Une image étonnante, une image des caprices de la météo. Après la vague de chaleur, revoici la neige. La route du Mont Ventoux était impraticable aujourd'hui. Les températures ont chuté de 10 degrés en quelques jours. La neige tombera encore demain au-dessus de 1800 mètres. Toutes les précisions après ce journal avec Laurent Romeshko. Santé, la pollution automobile atteint les enfants jusque dans les salles de classe et elle favorise l'asthme et les allergies. On s'en doutait, eh bien une vaste étude menée dans 6 villes de France et publiée aujourd'hui le confirme. José Blanc-Lapierre, Vincent Bouffartigue. Fenêtres ouvertes, les CM2 plongent sur un exercice de maths, tandis qu'au fond de la classe, des capteurs mesurent l'air que respirent les élèves. Au bout de quelques jours, le filtre est de temps du gris au noir, tout dépend de la pollution du quartier. Et quand on vit en bordure de rocade, les sources de pollution ne manquent pas, avec leurs conséquences, les allergies. À l'intérieur du poumon, ça brûle et après ça pique aux yeux. La cité dont les 3/4 de mes élèves proviennent sont voisins directs de cette voie express et du métro. Donc ils sont amenés à ne respirer que cet air-là. De plus, ce sont des enfants qui partent peu en vacances. Aujourd'hui, une étude INSERM confirme l'impact de la pollution atmosphérique sur les allergies, pouvant entraîner 10% d'asthme, 20% de rhume des foins, 25% d'eczéma, voire plus grave. Il n'y a pas que les allergies et l'asthme qui peuvent être mis en relation avec la pollution atmosphérique urbaine, mais aussi les maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies, dont le cancer. L'étude, conduite dans plusieurs villes de France, montre en effet que rien n'arrête la pollution. En rouge, les particules diesel mesurées à l'extérieur, en bleu, dans les salles de cours. Un peu comme si l'on faisait la classe au beau milieu d'une voie express. Une image de football, c'était l'autre grand duel de la soirée d'hier soir et ce sont les Latins qui l'ont emporté. Le Milan AC s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, victoire 3-0 face à Manchester United, but signé Kaka, Seedorf et Gilardino. À l'aller, les Italiens avaient été battus 3-2. Ils seront opposés à Liverpool, un autre club anglais, pour le titre. Pour terminer, le pari réussi de Michel Polnareff. À 62 ans, il effectuait son retour il y a quelques mois avec une grande série de concerts. Eh bien, ils sont tous complets. Il a décidé de remonter sur scène, d'en ajouter à la liste. Olivier Lenuzza et Dominique Bonnet ont pu rencontrer le chanteur à Rennes. Voici leur reportage. Ok, j'y vais. C'est par là. Là-bas, ça va. Dans la main droite, il tient son costume de scène. Dans quelques secondes, Michel Polnareff va mettre fin à 34 ans d'attente. Il pleurait des larmes de verre, et quand elles atteignaient la terre, cela faisait une musique angélique et fantomatique. Il s'est préparé pendant 3 mois. Insuffisant selon lui pour être fin prêt. Il fallait vraiment une grosse dose d'inconscience pour le faire, mais ça payait, ça cassait ou ça passait, ça s'est passé. Il fait salle comble partout en France. Depuis 2 mois, depuis le grand jour, le premier soir, le premier concert le 2 mars à Paris. J'ai un très mauvais souvenir bizarrement du 2 mars, je crois que c'est quelque chose qui était tellement trop, disons, que je me rappelle simplement que j'ai dit enfin en arrivant. J'ai pas préparé de discours, mais je dirais enfin. J'ai fini Michel, soit t'es génial, soit t'es cinglé. J'étais comme dans un film dans lequel je me voyais et je sentais que le public avait le trac pour moi, ce qui était très touchant. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Maintenant, au lieu d'avoir la trouille de monter sur scène, j'ai l'envie de monter sur scène et de voir les gens partir heureux. Plus de 20 chansons, plus de 2 heures de concert, le temps nécessaire pour envoyer tout le monde où vous savez.
Un mot de la journée de la liberté de la presse. Comme chaque année, l'association Reporters sans frontières met en vente un album de photos sans clichés de stars au Festival de Cannes, avec, vous l'avez aperçu, Monica Bellucci en couverture. Voici quelques-unes de ces images. Rappelons que 24 journalistes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions depuis le mois de janvier. 125 sont actuellement en prison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, donc, Laurent Romeshko. Point route, Valérie Maurice, 20h50. Envoyé spécial, Guylaine Chenu, Françoise Joly. Très bonne soirée.